Donc la discussion est ouverte, mais c'est vraiment compliqué parce que soit les animaux disparaissent, on est ennuyé, on ne sait pas comment faire, soit ils restent et il y en a trop et on ne sait pas comment faire, et tout est compliqué. Donc franchement, le débat est vraiment ouvert. Donc j'ai vu une main là-bas, donc si quelqu'un pouvait porter le micro là-haut. Il y a quelqu'un, non, je vois, il y a quelqu'un encore tout au fond. Oui, alors simplement une petite précision pour vous donner... comment il y a une petite erreur dans votre rapport. Hein. En 93, la FICIF n'existait pas. Alors ça doit être une convention avec la FIC de Paris HSV. Ah oui. Hein, donc Mais simplement c'est la pour vous, c'est pour vous, hein, c'est tout. Oui, oui, bien sûr. Merci pour cette précision. Il y avait un bras un peu plus bas là. Là, ici là. Bonjour, Jean-François Maillard, donc pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Je voudrais revenir sur l'ibis sacré, pour lequel on a des petits points qui nous posent question. Pour revenir sur le rapport initial INRA-Office, ce n'est pas un rapport à charge, c'est un rapport qui est collectif et qui a proposé différents scénarios d'action, de ne rien faire, laisser l'espèce en l'état, enfin évoluer comme elle veut, à l'objectif de retrait total des oiseaux de nature. Donc ce rapport a été présenté et débattu en CNPN à 2 reprises, avec un avis favorable pour retirer tous les oiseaux du milieu naturel, tant d'un point de vue de l'administration que des associations naturalistes. Ensuite, c'est à partir de là où ce que vous évoquez comme l'action punitive a été mise en place. Hein. Ce n'est pas une action volontaire des préfets, mais c'est bien en réaction à cet avis national. Alors, par ailleurs, l'espèce maintenant est inscrite au règlement européen sur les espèces préoccupantes pour l'Union européenne. Donc il y a 37 espèces, vous le savez tous. Donc c'est quand même une approche graduée. 37 espèces, ce n'est pas toutes les espèces introduites en Europe. Hein. Il y a une commission qui débat de ces problèmes-là. Pour le cas d'ibis sacré, l'ibis sacré n'est pas uniquement a été introduit en France, mais a été introduit dans d'autres pays, en Italie, en Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne. Les populations n'ont pas toutes fait souche, mais voilà, le problème n'est pas uniquement franco-français et n'est pas du local non plus Loire-Atlantique, Morbihan. L'origine, je la rappelle, donc, est bien celle des zoos. Donc, c'est des échappées d'espèces qui sont initialement détenues en captivité selon certaines règles fixées par arrêté. Donc, le fait qu'elles s'en échappent constitue donc des faits qui ne sont pas, disons, normaux. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, ça pose problème de ces espèces qui sont détenues et qui, par malveillance, peuvent rejoindre le milieu naturel. Donc voilà, la malchance, c'est que là, ça a été un ibis sacré, mais ça aurait pu être une autre espèce qui était en détention libre, qu'on présente en vision libre par le vol d'oiseaux libres dans les zoos. Ça aurait pu être une autre espèce qui aurait pris la poudre d'escampette. Donc voilà, c'est pour repositionner un petit peu le cas de l'ibis sacré, qui par ailleurs, on n'a aucune observation d'oiseaux ibis sacré venus de son aire naturelle en Espagne ni même en France. Tous les oiseaux que nous avons, c'est des oiseaux provenant de captivité. Hein. Il en reste, voilà, si une mesure conservatoire de l'ibis sacré, c'était de le relâcher dans des territoires où il n'est pas présent, c'est pas une bonne stratégie, quoi. Hein. L'ibis sacré se reproduit très bien en captivité. On en a 500 dans les zoos de France, donc voilà. J'avais pu noter dans le résumé que l'ibis sacré était classé vulnérable dans son aire de répartition. C'est faux, il est liste concerne. C'est-à-dire qu'il y a des populations, certes, qui apparaissent en diminution, mais qui est largement répandue et n'est pas une espèce menacée. Donc voilà, c'était pour replacer un peu le contexte ibis sacré. Par ailleurs, il y a aussi des publications sur l'ibis sacré, ses impacts sur des œufs, hein, et des œufs dans son aire d'origine. Hein, donc c'est pas quelque chose qui est... C'est la publication scientifique. Hein. Voilà. Okay, merci beaucoup. Si vous voulez... Bon, sur le rapport de 2005, en fait, c'était un rapport, il n'y a pas eu d'études, il était fait en 2 mois, notamment avec une stagiaire. Donc c'était le recueil de données, d'avis de seconde main de la part d'observateurs, d'ornithologues. Et la DIREN, Pays de la Loire, qui avait commandé ce rapport,
lors de sa restitution, à laquelle j'assistais, a conclu qu'il n'y avait, et c'était l'unanimité, qu'il n'y avait aucune preuve scientifique suffisante pour mettre en œuvre un plan de régulation et que la priorité, c'était justement de faire des études scientifiques pour confirmer les doutes sur l'attribution effectivement des risques d'espèces invasives à cette espèce. Donc il fallait les valider. Et en fait, ce rapport, et d'ailleurs elle a demandé à ce que ce rapport ne soit pas rendu public. Bon, ce qui est un point qui n'a pas été respecté puisqu'il a été mis sur Internet pratiquement 15 jours après. Et après, effectivement, tous les ornithologues se sont basés là-dessus. Sur le CNPN, l'avis, effectivement, moi ce que je regrette, et je l'ai dit, en fait, j'aurais souhaité apporter mon témoignage au CNPN le jour où, effectivement, il a pris ses décisions. Or, j'en ai été empêché. Donc, il n'y a eu qu'un son de cloche de fourni au CNPN ce jour-là, et ainsi de suite. Il y a eu, effectivement, le vélo a continué à rouler un peu avec des arguments. Et on le voit au niveau des arrêtés, effectivement, préfectoraux. On se base tous sur cette origine-là, c'est-à-dire le risque présenté par cette espèce invasive sur les espèces patrimoniales d'oiseaux, alors que je crois avoir démontré là ce qu'il en était en réalité. Je prends un exemple. Il y avait eu effectivement en Camargue le cas d'un ibis qui se transportait, qui avait été vu, transportant un cadavre de héron garde-bœuf. Alors ça a fait même l'objet d'une publication d'Ornithos. D'où le risque présenté par l'ibis sacré pour les colonies de hérons en France. Attendez, il faut bien resituer ça dans les dynamiques de population des oiseaux. Les hérons pondent tous 4 œufs et il n'y a que 1 à 2 jeunes qui prennent leur envol. C'est-à-dire qu'il y a une mortalité dans les nids de 50 à 75% tous les ans. Si je prends simplement le cas du héron garde-bœuf, il y a 15 000 couples en France. Ça fait à peu près 10 000 morts dans les nids. L'ibis sacré est un éboueur, il a très bien pu prendre un cadavre. Qu'est-ce que ça représente sur la dynamique du héron garde-bœuf? Donc tout est comme ça. Donc effectivement, et quand vous interrogez l'Europe, et je l'ai fait, la Commission européenne, pourquoi l'ibis sacré est dans le truc, c'est ces mêmes arguments qui ressortent. Donc je suis effectivement, on peut ne pas être d'accord. Pour compléter, à la suite de cette politique de tir, il y a quand même plus de 2 tiers des ibis sacrés qui ont été éliminés. Et je pense que ce qui pose véritablement problème, c'est la perturbation que cela peut avoir sur le milieu-là. Donc le remède, si remède il s'agit, peut être pire que le mal. D'autant que par rapport à cette directive européenne, c'est surtout pour la France qu'elle a été adoptée. Et il est vrai que même si maintenant il y a débat sur l'utilité de cette politique de régulation au sein du ministère de l'écologie, c'est un peu délicat de se dédire. Et cela dit, il y a quand même des dérogations possibles à ces directives européennes, dans la mesure où si il peut y avoir un préjudice dans la mise en œuvre de cette politique d'élimination, dans ce cas-là, eh bien, on n'est pas obligé de la mettre en œuvre ou bien de la mettre en œuvre de cette manière-là, si il n'y a pas, je dirais, de véritable nuisance avérée et très grave, comme l'a très bien montré mon collègue. Christian, une question. Oui, vous m'entendez, oui. Okay. Christian Arthur, donc président de la FPM, et puis accessoirement, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur le lapin. Alors, comme l'a dit Léo Martin, je vais essayer de parler au nom du lapin. Et je vais poser une question de lapin à l'expert en question. Moi, en tant que lapin, je me contrefous du fait qu'il y ait des petites plantes, des barres d'ornement et tout. Ce qui me suffit très bien, c'est une pelouse très rase, des terriers où je peux me planquer pour ne pas être emmerdé par le putois, etc. Et donc, tout ce que vous pouvez penser, vous, humains, sur la beauté d'un parc urbain, je m'en contrefiche. Et est-ce qu'il n'y a pas là, justement, le gros problème? Alors, du fait que c'est un parc urbain, et donc que les animaux qui enquiquinent le lapin, entre autres le putois, etc., ils n'y sont pas. Et puis qu'on a une vision qui se confronte très mal entre celle du lapin dont il lui suffit de très peu de choses pour vivre, et puis à côté de ça, les promeneurs, les gestionnaires, jardiniers, etc., qui eux pensent plutôt petites fleurs, beaux arbres et tout. Voilà. Et une suggestion, il y a 2 autres parcs en France qui ont ces types de problèmes. Il y a Chèvreloup, à côté de Versailles, qui alimente le pâté de Versailles en Normand. À l'époque où il travaillait, il y avait 50 à 80 lapins à l'hectare, et pourtant il se débrouillait avec. Et puis il y a un autre parc urbain qui est Rotandia, à côté d'Andaille, où justement, qui est un des parcs qui fait l'agglomération BAB, Biarritz, Anglet, Bayonne, qui ont plus de 200 000 ou 300 000 visiteurs par an.
et sur lesquels il y a du lapin, il y a à peu près 5 à 10 lapins à l'hectare dans ces coins-là. Et à mon avis, à ma connaissance du moins, il n'y a pas de problème de perception en tout cas. Hein, voilà. Ouais, je pense que oui, vous l'avez bien résumé. Il y a le lapin, il est lapin. Je pense que toutes ces dimensions en question, lui, il les traverse, et c'est ça qui crée justement éventuellement des conflits. Il ne va pas chercher à savoir s'il est sur une zone à conception horticole, plutôt écologique, etc. Et donc ce compromis qui est recherché par les gestionnaires dans le cadre de la gestion harmonique est traversé par le lapin sous toutes ses coutures. Donc effectivement, là, il y a des tensions qui peuvent se créer. Donc des confrontations, évidemment. Et puis, pour la chèvre-loup, effectivement, j'avais entendu dire aussi qu'ils avaient connu des effectifs, enfin des chutes d'effectifs assez conséquentes. Donc ça montre aussi que derrière le lapin, il y a cette part aussi d'espèces qu'on peut imaginer très robustes, sur lesquelles on va opérer des modes de gestion qui sont très fortes, et puis tout d'un coup, pour des raisons de maladie, de répétitivité, un jour, on ne va plus en avoir, quoi. Donc il y a aussi ça, je pense qu'il faut bien garder en tête derrière cette recherche de solutions finalement qui peut des fois éventuellement dépasser les limites, quoi. Et puis aussi pour Hendaye et Anglette, je vous remercie parce que je ne savais pas en fait. Voilà. Dernière ou avant-dernière? Avant-dernière. Ma question porte encore sur le lapin. Vous avez dit que les tirs avaient cessé pour des raisons déontologiques. Est-ce que vous pourriez détailler un peu cela? Parce que je faisais la comparaison avec le parc de Tervuren à Bruxelles, qui n'a jamais connu de tir. Je crois qu'actuellement, ils ont une politique de laisser-faire, c'est-à-dire d'autorégulation de la population. Et apparemment, ça me semble très bien marcher. Merci beaucoup. Une question très simple. En tant qu'ancien parlementaire européen, à quelle directive faites-vous allusion? Parce que les oiseaux, c'est 79, et je ne vois pas en quoi ça encadre l'histoire de l'ibis, et la directive 92, je ne vois pas non plus en quoi ça intervient. Donc là, on retourne sur du poil. Pour répondre à votre question sur le lapin, oui, donc je connaissais effectivement ce cas au parc Josepha. Vous parlez de Bruxelles, c'est ça? Oui, effectivement. Bon, on est sur des sites qui accueillent du public, donc on ne peut évidemment pas faire n'importe quoi avec ces espèces. Il y a l'aspect sécurité parce que voilà, ces tirs de nuit sont dangereux. Même si les parcs sont fermés au public la nuit, il y a toujours des gens qui vont se balader dans les parcs, bien que ce soit interdit. Et puis, ces questions déontologiques aussi. On est dans un parc qui affiche de plus en plus des objectifs de protection de la biodiversité, donc de réaliser du tir sur ces espèces qui, par ailleurs, créent du coup des ambiances et aussi des conditions assez favorables au public pour rentrer du coup en interaction avec ces espèces-là. C'est un peu difficile d'expliquer ce type de mesures. Voilà. Oui, sur l'Europe, en fait, alors je ne sais pas si c'est le terme exact de directive, mais qui est sorti en 2016 sur les 37 espèces, c'est sur les espèces invasives à détruire. Donc ça contraint effectivement tous les États membres à détruire les 37 espèces en question. C'est un règlement. Attendez. Un règlement, oui. Oui. Mais c'est quand même contraignant au niveau de tous les États. Alors effectivement, pour apporter peut-être une précision à M. Maillard, c'est que ces 37 espèces-là, ça montre bien qu'ils posent réellement problème. Je veux dire, toutes les autres, il n'y a pas photo. Mais que l'ibis sacré se retrouve dans cette liste-là, c'est quand même assez étonnant au vu des preuves qui sont apportées. Alors sur votre argumentation sur le fait qu'il n'y a pas d'ibis africains, d'individus africains qui viennent en Europe, on n'en a pas la preuve puisque effectivement, elles ne sont pas baguées. Les seuls ibis bagués, c'est moi qui les bague en France, et tous les autres qu'on voit bagués en Europe, d'ailleurs il n'y en a pas parce qu'ils restent effectivement en France, sauf un qui a été jusqu'au Guadalquivir et qui est revenu nicher en France, mais on n'aura jamais la preuve que des oiseaux ne passent pas, puisqu'on ne les bague pas. Bon voilà, c'est fini. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup pour les 3 orateurs et des discussions intéressantes sur 2 espèces. Petite pause.